Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Tristan, bienvenue pour cette nouvelle conf du confinement, donc le format qu'on avait lancé lors du premier confinement pour que les jeunes puissent interpeller directement leurs représentants, les journalistes ou des chercheurs ou des chercheuses. Ce soir, c'est donc avec grand plaisir que nous recevons un invité de marque pour la sortie de son nouveau livre, Ce qu'il faut de courage, dans lequel il développe son idée d'un revenu universel. Vous l'avez compris, nous recevons Benoît Hamon. Bonjour Benoît. Bonjour, ça va? Très bien, très bien. Bonsoir Camille, bonsoir Benoît, bonsoir à toutes et à tous sur ce live. Comme d'habitude, vous allez pouvoir réagir sur le chat de Twitch et sur les commentaires de la vidéo Facebook. Nous prendrons donc vos questions au fur et à mesure de l'émission et vous pouvez également réagir avec notre hashtag conf du confinement. Donc pour commencer, Benoît, une petite question un peu légère. Comment va Floki? Floki va bien. Il habite plus chez moi, Floki, parce que j'ai pas de jardin. Donc il est à Trappes, Floki. Pour rien vous cacher, il est chez le maire de Trappes. Donc ça va. Il se la coule douce chez Ali Rabé, dans son jardin, et chez lui. Et voilà. Donc je passe le voir régulièrement, mais il était, pour rien vous cacher, passé sa vie à regarder l'extérieur dehors. Donc je me suis dit que c'était pas possible de le garder dans un appart. Voilà. Donc, c'est un chat d'extérieur, hein, je vous confirme. Voilà. Donc, ça reste le boss de la Casa, mais il étend son territoire, pour faire simple. Donc, c'est un chat qui se met bien. Donc, plus sérieusement, tu t'étais mis en retrait, notamment de la vie politique après les élections européennes. Tu as profité notamment de cette période pour approfondir cette grosse proposition forte de ton programme en 2017, le revenu universel. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre? Ce qui m'a motivé, en fait, j'avais commencé l'écriture de ce livre avant les élections européennes, mais ce qui m'a motivé, c'est la volonté de continuer à creuser cette question-là. Instruit par l'expérience qui avait été celle du débat des élections présidentielles, ce qui m'apparaissait être des arguments politiques contre le revenu universel, souvent, sur combien ça coûte, est-ce que ça favorisera pas l'assistanat, bon, tout ce qu'on avait pu entendre dans un débat droite-gauche assez classique. Ce qui m'a intéressé, c'est, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est de regarder ce qu'étaient les obstacles plus invisibles, plus culturels à la mise en œuvre du revenu universel. Qu'est-ce qu'il y avait dans notre relation au travail, d'un peu peut-être un peu vicié, qui nous amène à considérer qu'un travail qui n'est pas dans l'emploi, c'est pas un vrai travail. Qu'est-ce qui nous amène à penser que recevoir de l'argent ou un revenu, si ça n'est pas lié à un emploi, ce serait quelque part un revenu indu, illégitime. J'ai voulu donc essayer de réfléchir à ces questions-là, à ce qu'est l'histoire de la valeur travail finalement, à quand remonte le moment où on a jugé que ce qui était le plus important dans notre vie, c'était de produire de la richesse, de dompter la nature, de travailler comme finalement une forme d'exercice spirituel. Donc j'ai essayé de réfléchir à cette question-là. Puis aussi, je dois t'avouer, Tristan, j'ai voulu essayer de voir pourquoi à gauche, finalement, cette idée ne s'imposait pas naturellement, alors que toutes les stratégies de redistribution des richesses, c'est pas seulement vrai en France, mais c'est vrai en Europe, en Amérique latine, ces stratégies-là sont mises en échec par la mondialisation, par la financiarisation de l'économie. Et il me semble que si on garde un idéal et un objectif de redistribution des richesses, mais qu'on ne met pas en face une stratégie qui soit une stratégie efficace, eh ben, on n'est pas à la hauteur de ce que pourraient être les attentes des classes populaires, des gens qui travaillent vis-à-vis de nous. Donc voilà, j'ai voulu aussi parler à la gauche, donc, à travers ce livre, essayer de la convaincre qu'à mes yeux, et aux yeux d'ailleurs de gens de plus en plus nombreux, le revenu universel peut être la nouvelle grande conquête sociale du siècle à venir, l'équivalent de la sécurité sociale en quelque sorte. Voilà. Mais j'espère que ce livre y contribuera. Merci pour cette réponse. Tout de suite, du coup, on va passer à la première partie de l'émission avec les questions d'actualité. Donc,
pour commencer, depuis le début déjà, on va commencer par un constat. Depuis le début du confinement, les inégalités et le taux de pauvreté s'est largement aggravé. On compte 1 million de pauvres supplémentaires depuis 6 mois. Et lors de notre tour de France des solidarités et de l'engagement qu'on avait donc fait avec Tristan et toute l'équipe des jeunes générations cet été, on a rencontré différentes associations, différents élus, et je pense notamment à Léa Filoche, à l'épicerie gratuite des étudiants de Rennes, au Secours populaire, et tous nous expliquent que la demande d'aide alimentaire, par exemple, a explosé. Et donc, on arrive à ce constat si triste que de nombreuses citoyennes et citoyens ne peuvent plus se nourrir aujourd'hui. On vit donc une période politique, sociale, économique qui est très particulière, très difficile. Quel regard déjà tu portes dessus, toi ? Bon, je suis évidemment très préoccupé par l'explosion de la pauvreté en France. J'étais avant déjà très préoccupé par la réalité des inégalités, les inégalités de patrimoine. Ça a été admirablement démontré par Thomas Piketty notamment en France. Les inégalités de revenus qui subsistent, même après les transferts sociaux et même après on va dire les stabilisateurs sociaux aient fait leur effet. Donc ça m'inquiétait avant. Maintenant, je suis évidemment très très inquiet de l'explosion de la pauvreté. 1 million de pauvres en plus, c'est terrible. Et en plus, ceux qui basculent dans la pauvreté étaient des gens jusqu'ici, souvent des familles, qui étaient sur la ligne de crête, ont un travail souvent, alors peut-être l'ont perdu, ou alors ce travail dans une famille, il y en avait 2, il n'y en a plus qu'un seul, et on bascule soudain dans la pauvreté, c'est-à-dire qu'on n'a plus aujourd'hui de quoi faire vivre correctement une famille et vivre correctement, se loger, se nourrir, se vêtir, se déplacer. On en est là, 10 millions de pauvres, c'est l'équivalent de la population totale de la Suède, de la Hongrie ou du Portugal en Europe. Donc il y a l'équivalent d'un pays européen entier aujourd'hui qui est composé de pauvres dans l'Hexagone et au-delà même dans les DOM et les TOM. Donc on est confronté à ce qui est une tragédie sociale. Première observation, cette tragédie ne fait la une quasiment d'aucun journal. On en parle, c'est une info, mais c'est une info noyée parmi toutes les autres. Franchir ce cap de 10 millions de pauvres, ce devrait être au sommet des préoccupations du gouvernement. Le Castex ne devrait parler que de ça. Macron ne devrait parler que de ça. On est quand même aujourd'hui devant un chiffre qui est vertigineux. La Fondation Abbé Pierre rajoute en plus le chiffre de 300 000 personnes désormais sans domicile fixe depuis 2012, une augmentation considérable, ce qui veut dire que le quinquennat qui était celui de François Hollande n'a absolument pas freiné cette montée en puissance de la pauvreté. Donc on en est là. Alors il y a une accélération depuis Macron, il y a une accélération avec la crise sanitaire. Ça explique des choses, ça veut dire que en dépit du fait aujourd'hui que les gouvernements essayent de créer des emplois, aujourd'hui on peut avoir un chiffre du chômage qui baisse, mais en même temps un chiffre de la pauvreté qui reste stable ou qui augmente. C'était le cas avant la crise sanitaire. Ça veut dire que en fait les métiers que l'on crée sont des métiers pour des travailleurs pauvres. Donc on ne règle pas le problème. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'emploi que pour autant vous allez mieux, puisque votre souffrance et votre dépendance aux aléas de la vie ne diminuent pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quand on voit qu'en grande partie ces pauvres sont jeunes, la première chose, la plus élémentaire, c'est déjà d'étendre le bénéfice des minima sociaux aux jeunes. Le RSA jeune, c'est l'hypocrisie la plus totale, puisque si je ne me trompe pas, il faut avoir travaillé pendant 2 ans dans les 3 années précédentes pour être éligible au RSA jeune. Ce qui est comme une aberration quand on est jeune, c'est pouvoir revendiquer, pouvoir justifier d'avoir travaillé quand on sait le caractère très erratique de l'insertion sur le marché du travail des jeunes, c'est une aberration. Mais surtout, l'aberration la plus énorme, c'est que dans la plupart des pays européens, on est éligible aux minima sociaux dès lors qu'on est majeur, sauf en France, où on fait le choix d'avoir une jeunesse pauvre. C'est un choix politique. Le fait de ne pas étendre le bénéfice des minima sociaux aux 18-25 ans et le choix d'avoir une jeunesse pauvre. Donc, de rendre plus difficile qu'ailleurs l'insertion sociale, parce que rendre difficile l'insertion sur le marché du travail, c'est aussi rendre plus difficile l'insertion tout simplement dans la société. Première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il faut automatiser les minima sociaux. Aujourd'hui, 30% de personnes qui ont le droit aux minima sociaux, c'est-à-dire au RSA, n'en bénéficient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne l'ont pas demandé. Et ça, c'est le calcul le plus cynique qui est fait par ce gouvernement. Fonder le bénéfice d'un minimum social sur la demande de celui qui est pauvre, c'est savoir, comme on le sait,
que beaucoup ne le demanderont pas, donc faire des économies sur le dos des pauvres. Le coût du RSA aujourd'hui en France, je crois qu'il doit être à 11 milliards d'euros, à peu près, si mes souvenirs sont bons. Ça veut donc dire que si 30% de gens ne demandent pas, on fait une économie on va dire de 3 à 4 milliards d'euros. Ben, c'est pour faire cette économie qu'on ne rende pas automatique le bénéfice des minima sociaux. C'est donc d'un cynisme absolu. Absolu. Donc voilà deux choses qu'il faudrait faire dans l'immédiat et évidemment inscrire la lutte contre la pauvreté comme un critère des politiques publiques, au moins au même titre qu'aujourd'hui la croissance du PIB, qui est devenue la religion des élites françaises. Il faudrait faire de ce chiffre de la baisse de la pauvreté ou du taux de personnes pauvres, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté en France, un indicateur des politiques publiques. Évaluer toute politique publique à l'aune de l'impact qu'elle aura sur le taux de pauvreté. Ça n'est pas fait aujourd'hui et je crois que c'est une aberration. Voilà. Voilà ce que je peux te dire. C'est très juste ce que tu disais. Tu as évoqué notamment la question du RSA jeune. Donc, depuis quelques semaines, face à cette immense précarité, notamment de la jeunesse, et notamment de la difficulté à trouver un emploi, et notamment un emploi stable, il y a un certain nombre d'organisations de jeunesse, dont l'UNEF, les jeunes écologistes, les jeunes socialistes, communistes, mais aussi les jeunes générations, qui ont déposé au Sénat une proposition de loi pour l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans. Déjà, on voudrait savoir ce que toi tu penses de ça et qu'est-ce que le revenu universel pourrait apporter en plus en termes de politique jeunesse. Écoute, d'abord, je suis pour, évidemment, l'extension le bénéfice du RSA pour les 18-25 ans. Je le redis, c'est un anachronisme qu'on puisse dire à un jeune, écoutez, vous êtes citoyen, vous participez aux délibérations de la nation, mais vous n'êtes pas citoyen au point d'être reconnu comme éligible parce que pauvre aux minima sociaux. Vous n'avez pas, il vous manque encore un cran dans la dignité pour être éligible aux minima sociaux. C'est une aberration, un anachronisme. En fait, c'est une conception totalement absurde du bien et du mal qui voudrait qu'entre 18 et 25 ans, il ne faut pas plonger les jeunes dans l'assistanat en leur donnant le minimum social, pas mal les habituer en quelque sorte, comme si les gens avaient le désir de rester dans, on va dire, des revenus que sont les minima sociaux. Alors la première chose, je pourrais vous dire, je ne sais pas qui nous regarde, mais vous savez, sur les minima sociaux, c'est-à-dire, on va parler du RSA comme le revenu universel, le réflexe d'une partie de la population, mais aussi d'une partie des élites françaises, assez nombreuses, c'est de dire que les minima sociaux, ce n'est pas bon parce que ça installe les gens dans une habitude qui est celle de l'assistanat, je mets des guillemets, Laurent Wauquiez parlant de cancer de la société française, et une forme de parasitisme. Et on pense que les gens préfèrent ne pas travailler pour un petit revenu que travailler. Posez la question autour de vous, faites un truc très simple, et demandez aux gens autour de vous qui ont un travail, ou qui voudraient en avoir un, qui arrêterait de chercher un travail ou qui arrêterait de travailler s'il avait le revenu universel en plus de son salaire demain. Vous verrez que le nombre de mains qui se lèvent est assez marginal. Il y a toujours des gens qui se disent, bon oui, effectivement, peut-être que moi j'arrêterai de travailler, mais c'est en général 2, 3, 4%. Moi j'ai fait 10 fois, 20 fois l'expérience dans des amphithéâtres, dans des salles de meeting, c'est toujours la même réponse. Et ceux qui posent la question, que ce soit aux États-Unis, au Sénégal, en Chine, en Russie ou ailleurs, c'est toujours la même réponse. En fait, personne ne dit j'arrêterai de travailler. Cela étant dit, ça évidemment, on y reviendra tout à l'heure, le revenu universel change la perception qu'on a de son travail quand on ne dépend plus de son seul salaire pour vivre. C'est même le but, d'ailleurs, du revenu universel. Mais qu'est-ce que ça changerait pour les jeunes ? Déjà, le revenu universel étant versé à toute personne de la naissance à la mort, pas le même montant entre 0 et 18 ans, je pourrais y revenir, mais au montant plein à partir de 18 ans jusqu'à votre mort. Pour tous ceux qui sont étudiants, pour commencer, ça les libère de l'obligation de travailler pour étudier, première chose. Ça libère donc près de 300 à 400 000 jobs étudiants aujourd'hui qui sont utilisés ou occupés par des jeunes qui n'ont pas d'autre choix que de travailler pour financer leurs études. Je rappelle par ailleurs qu'un étudiant qui est obligé de travailler pour financer ses études, là encore, toutes les enquêtes le montrent, réussit beaucoup moins bien aux examens et son année universitaire qu'un étudiant qui n'est pas obligé de travailler. On peut comprendre pourquoi, il est moins fatigué, celui qui n'est pas obligé de travailler, que celui qui est obligé de travailler. Bon. Donc ça libère cela. Et puis pour tout le monde, c'est effectivement tout à fait crucial de savoir qu'un revenu universel vient compléter un petit salaire, facilite donc l'insertion sur le marché du travail, offre davantage de choix.
J'ajoute que, et je me réjouis d'ailleurs qu'il y a un bout de proposition de loi d'ailleurs du groupe socialiste à l'Assemblée nationale qui reprennent une de mes idées, mais à partir du moment où le revenu universel est versé aussi de 0 à 18 ans, il n'a pas le même montant, mais il a deux vertus. Dans mon projet, en tout cas dans le projet que je défends dans les livres, mais c'est là aussi parfaitement discutable sur la question du montant, je propose que le revenu universel versé entre 0 et 18 ans soit d'un montant de 300 €, qui se diviserait sous la forme d'un revenu de 200 € par enfant donné aux parents en remplacement du système des allocations familiales. Vous avez 3 enfants, vous recevez 600 €, vous en avez 2, vous recevez 400, 1, vous recevez 200, bref. Et que les 100 € qui restent aillent tous les mois sur un compte individuel pour chaque personne, donc chaque enfant, qui soit disponible à 18 ans et qui puisse être libéré à 18 ans sous la forme d'un capital d'émancipation. Il serait ce capital d'émancipation de près de 20 000 €. Vous imaginez qu'à 18 ans, 20 000 €, c'est plein de projets que vous pouvez réaliser. Ce sont des études qu'on peut se payer, c'est des logements, le paiement d'un logement qui ferait moins souci. Bref, c'est beaucoup de choses. Mais en tout cas, l'idée, c'est que ce capital d'émancipation permette à un jeune de se projeter vers l'avenir dans des conditions qui sont des conditions bien plus favorables que la précarité qui lui est promise dans la majeure partie des cas aujourd'hui, sauf quand il est bien né, qu'il y a des parents qui assurent derrière et qui lui permettent de vivre correctement. Donc, voilà ce que le revenu universel pourrait d'ores et déjà changer pour les jeunes quand il sera versé à 18 ans et avant 18 ans, dans le fait qu'il leur offrira la possibilité de jouir d'un capital d'émancipation. Là, je crois que le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, dans lequel il y a aussi une génération, propose un capital d'émancipation, ce qu'il appelle dotation universelle, de 5 000 € pour tout jeune à 18 ans. Je trouve que c'est bien déjà, mais encore un effort et on s'approchera de ma proposition. Oui, effectivement. Déjà, après les premiers éléments très intéressants que tu viens nous donner, je rappelle à toutes les personnes qui nous regardent que vous pouvez interagir à tout moment sur les réseaux sociaux, donc avec le fameux hashtag Ponce du confinement, et vous pouvez poser vos questions aussi à Benoît directement sur le chat sur Twitch ou dans les commentaires sur Facebook. On prendra vos questions dans quelques minutes après la question de Tristan. Du coup, oui, le revenu universel, ces derniers temps, il est beaucoup réapparu dans le débat public depuis le premier confinement. C'est une idée qui a été beaucoup évoquée, qui progresse dans les mentalités un peu partout en France, mais aussi en Europe. Je pense par exemple à l'Espagne ou à la Finlande. Nous, on voudrait avoir ton avis sur ce que ça veut dire de nos sociétés aujourd'hui. Écoute, je pense qu'on réagit tous un peu de la même manière. Ce n'est pas qu'en Europe. Le Togo a mis en place une expérience de revenu universel de solidarité pendant la crise Covid. Le Canada avait imaginé une prestation aussi qui se rapprochait du revenu universel le temps de la crise Covid. Le PNUD, donc, qui est lié aux Nations Unies, avait imaginé un revenu de solidarité qui bénéficie à plus d'1 milliard de personnes pauvres et encore plusieurs centaines de millions de personnes qui sont à la lisière de la pauvreté. Donc on voit bien aujourd'hui que tout le monde réfléchit à assurer un minimum pour vivre. Alors c'est évidemment une composante du revenu universel, mais c'est pas tout, évidemment, ça n'est pas toute la philosophie du revenu universel. Mais ce qui est certain, c'est que les mentalités changent. Et elles changent, et ça se perçoit notamment dans une enquête qui a été réalisée par je crois que c'est une université britannique, et qui a réalisé une enquête dans toute l'Europe, auprès, je crois, de 12 000 personnes interrogées, pour voir quelle était la perception des citoyens européens du revenu universel, c'est-à-dire d'un revenu qui soit donné à toute personne, quel que soit son statut. Là, on se rapproche vraiment du revenu universel tel que je le défends, individuel et inconditionnel. Eh bien, il y en a près de 2/3 des Européens qui se disent favorables à cela. Sans doute, soyons honnêtes, certains confondent-ils le revenu universel avec le revenu minimum, qui serait donc là uniquement pour les personnes pauvres et qui ne viendrait pas compléter un salaire comme nous le proposons. Mais il y a incontestablement une évolution des mentalités qui est en train de s'opérer et qui probablement accompagne ou est la conséquence aussi d'une transformation du travail, d'emplois qui sont en train de se transformer avec la révolution numérique, de se précariser et d'une forme de déshumanisation et
de la sphère du travail et de la société tout entière. Et cette déshumanisation, elle appelle des réponses qui soient des réponses nouvelles. Le revenu universel, dès lors que c'est un instrument qui vous permet de redevenir autonome et de ne plus dépendre de votre seul salaire pour vivre, c'est un instrument qui réhumanise aussi nos sociétés. Et c'est dans cela que je crois qu'il est plus qu'une mesure de redistribution de la richesse. C'est comment dire, une révolution au sens où elle réarme, rééquipe les individus d'un pouvoir de décider, d'un pouvoir de choisir qu'aujourd'hui la société ou l'économie ne leur donne plus. Ne leur donne pas du tout, qu'elle ne leur a jamais donné parfois. Ouais. Du coup, dans quelques minutes, on va parler du revenu universel comme un véritable projet de société, puisque ça va beaucoup plus loin que le RSA ou que d'autres politiques. Mais avant ça, on va regarder un petit peu ensemble les questions du chat, et ensuite on fera ton portrait chinois. Du coup, la première question qu'on a, c'est une question de Pierre qui nous dit les jeunes générations ont pas mal d'élus dans les collectivités locales. Quels conseils pour agir et expérimenter localement en faveur d'un revenu universel? Grosse question. Écoute, quel conseil? Il faut ne jamais cesser d'en parler. En fait, je crois que la portée du revenu universel, elle est comparable à celle de la sécurité sociale. Au sens où on est dans une transformation qui est une transformation profonde de nos mécanismes de redistribution. Mais aujourd'hui, pourquoi ne faut-il jamais cesser d'en parler? On a des dirigeants politiques, souvent même des maires parfois, et des observateurs du débat politique, dont la vision est très court-termiste. C'est-à-dire comme si le temps s'était considérablement rétréci. Et on nous demande souvent, sur le revenu universel, mais comment le financeriez-vous immédiatement? Comme si la mesure allait donner son plein régime, c'est-à-dire le coût est à peu près de 500 milliards d'euros du jour au lendemain. Il faut imaginer que si on avait dit aux socialistes, aux communistes, aux gaullistes et au général de Gaulle lui-même en 1945, comment financeriez-vous, allez-vous financer une sécurité sociale qui va peser l'équivalent de 30% du PIB de la nation, ce qui est le cas aujourd'hui. Les dépenses sociales, c'est 30% du PIB de la nation. Si on leur avait dit, mais comment allez-vous faire? Ils auraient été incapables de répondre à cette question. Incapables. Absolument incapables. Et nous, on nous demande de dire comment immédiatement, là, demain, on financerait un revenu universel dont on sait qu'il sera généralisé, pas en 1 an ou 2 ans. Il faudra au moins un quinquennat, peut-être même 2, pour que la mesure soit généralisée, qu'elle donne, pour le coup, sa pleine mesure, sa pleine force. Donc, faut revendiquer que ce que nous ouvrons, c'est une voie sur le temps long, alors on ne va même pas dire long terme, sur le moyen terme, et qui est là pour accompagner ce sont les mutations du travail liées à la révolution numérique et la transition écologique qu'on appelle de nos voeux, mais qui doit reposer aussi sur une jambe sociale. Parce que, peut-être y reviendra-t-on dans le débat tout à l'heure sur le revenu universel, mais moi j'affirme que le revenu universel, parce qu'il donne la liberté de choisir et qu'il ne fait plus dépendre les personnes d'un salaire de misère, il les libère de l'obligation aussi de consommer low cost. Or, l'économie low cost, c'est le modèle économique qui explique aujourd'hui en grande partie tous les impacts négatifs en termes de déchets, en termes d'empreinte carbone comme d'empreinte écologique, tous les dégâts qui sont celles du consumérisme sur la planète. Donc, il y a là un projet politique qui est un projet politique de moyen et long terme. Donc, proposez à vos maires des expérimentations, proposez qu'ils le fassent au niveau d'une agglomération. Bon, on peut imaginer beaucoup de solutions, mais en tout cas, il faut régulièrement en parler, le remettre en débat, c'est-à-dire ne pas le lâcher, comme ceux qui avaient imaginé la sécurité sociale pendant des décennies se sont battus pour, jusqu'au jour où, après-guerre, on s'est dit, c'est les inégalités, l'injustice sociale, c'est même un des fondements de la déclaration de l'Organisation internationale du travail, on produit la guerre. Pour qu'il n'y ait plus de guerre, eh bien, faisons la justice sociale et résorbons les inégalités. C'était ça le sens du projet du Conseil national de la résistance. C'était de dire qu'il y avait un lien entre l'injustice sociale et la guerre. Et la voie qu'ils ont choisie, c'est celle de protéger les gens contre les aléas de la vie, c'est de leur assurer une petite retraite au début, mais le début d'une vie meilleure ou d'une vie bonne après le travail. Tout ça étaient des belles idées. Et heureusement, on ne leur a pas dit comment vous allez payer ça tout de suite. D'ailleurs, au bout de 3 ans,
la Sécu, c'était déjà 11% du PIB. Vous voyez? Déjà. Mais bon, ils n'avaient pas des... À l'époque, on faisait de la politique, quoi. On s'intéressait aux gens et un peu moins à l'équilibre des comptes, quoi. Voilà. Effectivement. Du coup, on va prendre une deuxième question qui, cette fois, est un peu plus technique. C'est celle d'Annick qui nous dit est-ce que les APL et l'AAH et même l'ASPA, donc le minimum vieillesse, sont maintenus avec l'instauration d'un revenu universel? Comment toi, finalement, tu vois les choses? Du coup, ça revient un peu, tu ne sais pas trop comment enfin, là, tu nous expliquais un peu que le financement, voilà, on pourrait le voir après, qu'il y avait un enjeu philosophique, mais donc, du coup, voilà, est-ce que ça prend en compte voilà, les aides sociales Écoute, moi je pense que les APL, elles n'auront pas la même, les aides au logement n'auront pas le même rendement ou la même dimension avec le revenu universel. Elles seront recalibrées. L'AH, dès lors qu'elle compense un handicap, moi je trouve qu'elle elle continue à se justifier au moins partiellement. Donc une grande partie de ces aides sera probablement recalibrée dès lors qu'on donne 750 € par personne. Mais je ne considère pas, moi, qu'avec 750 € par personne, notamment pour une personne en situation de handicap, on est soldé ce que doit être comment dire, la responsabilité de la société vis-à-vis d'une personne en situation de handicap pour qu'elle puisse jouir des mêmes droits que les autres. Et c'est là où on crée des réponses spécifiques liées à des inégalités réelles, et le handicap met les individus en situation d'inégalité par rapport à leurs concitoyens, et donc il faut avoir des prestations qui compensent ces handicaps. Donc ça, c'est la réflexion et la discussion qu'on devra avoir. Qu'on se comprenne bien, moi je ne suis pas arrivé avec un projet clé en main sur tout, parce que d'abord, dans le travail que j'ai fait, j'ai voulu d'abord commencer par redonner des fondations politiques, philosophiques, culturelles à une proposition comme celle-là. Je suis rentré quand même dans la question du financement, bien sûr, et du calibrage de la mesure, mais en laissant des questions encore ouvertes au débat. D'abord parce que sur un certain nombre de sujets, moi, ma religion n'est pas encore faite sur tout, et que j'ai besoin de discuter, et que la discussion qu'on a là encore ce soir, que j'ai depuis que j'ai publié ce livre, m'aide encore à affiner mon projet. Et puis ce sera de toute façon, sachez-le, si demain le revenu universel était à l'ordre du jour de l'action d'un gouvernement, il faudrait bien sûr une conférence citoyenne qui accompagne et évalue y compris un certain nombre d'effets pervers, d'effets de transfert du revenu universel qu'on n'aurait pas forcément anticipé pour le corriger. Donc, je pense que, pour être clair, on recalibrerait une partie de ces allocations-là, mais le revenu universel ne les remplacerait pas intégralement, selon moi. D'accord. Ce que ça remplacerait, c'est par exemple les allocations familiales. Voilà. Ouais, d'accord. Et donc, après ces précisions, on va passer au portrait chinois. Alors, donc l'objectif pour toi, Benoît, ça va être de répondre le plus spontanément possible aux questions. On va commencer par la première. Donc, si tu étais une autrice ou un auteur, tu serais? Oh là 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 là, si je suis pompeux, je dirais, je vais d'abord dire ce que j'aime, quoi. Jack London, voilà. En tout cas, j'adore Jack London, donc j'adore le romantisme de Jack London, j'adore le sens de l'anticipation, le caractère visionnaire de London. Et s'il y a un livre que je vous conseille, c'est le Talon de fer, qui est un ouvrage remarquable, et il y a bien des égards qui dit bien le type de domination que peuvent subir les peuples, et combien parfois, pour s'en sortir, la colère n'est pas bonne conseillère, quoi, voilà. Si tu étais un film ou une série, tu serais? Oh là 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 là, je vais aller dans les trucs récents. Une série, j'avais adoré une série américaine. Oh, merde, il faut que je retrouve avec des flics. Comme je me souviens plus du nom, j'avais adoré une série danoise qui s'appelait The Brown ou The Bridge, et qui était avec
flic suédoise et un peu barré, et un flic danois qui étaient mis sur une enquête ensemble parce qu'on retrouvait une personne coupée en deux sur le pont qui sépare la Suède du Danemark, pile à la frontière. Et voilà, il y a 3 saisons. Et j'ai adoré cette série-là. Et l'autre série que j'ai adorée, c'est The Young Pop, que j'ai trouvé absolument incroyable. Voilà, avec Jude Law, et qui était une série aussi qui m'a beaucoup plu. Et alors, tu m'as dit un film aussi? C'était un film ou une série? Il y en a tellement. Ah, si je devais dire un film dont j'adore la musique et qui m'a toujours plu, c'est Des Petites une fois en Amérique. Cette histoire de, c'est une histoire de gangster, mais j'ai adoré ça. J'ai adoré ce film. Je le regarde toujours avec grand plaisir. Et si tu étais un morceau de musique, tu serais? Un morceau de jazz. Je serais un morceau de jazz, et puisqu'ils viennent de se séparer, je vais dire eux, ça pourrait être plein d'autres, mais il y a un trio absolument exceptionnel qui était composé autour de Keith Jarrett, et Keith Jarrett est un pianiste que moi je trouve formidable. Il y a un des membres du trio qui est mort, et le troisième est toujours là, mais Keith Jarrett a dit qu'il ne jouerait plus de piano parce qu'il a fait, je crois, un AVC, et voilà, ce serait je pense un morceau de piano, et un morceau de jazz 2, et il y avait un morceau qui s'appelle Paint My Heart Red, qui est magnifique, voilà. Ou un morceau de Jan Johansson, qui est aussi un pianiste scandinave de jazz qui est formidable, voilà, du jazz. Et si tu étais un héros ou une héroïne, tu serais qui? Écoute, j'aimerais bien être un méchant une fois. Alors en même temps, je sais que je suis un méchant pour tous les dingos qui aujourd'hui passent leur temps à aller chercher des poux à plus faible que tous les racistes, les belliqueux, et voilà. Donc pour eux, je suis un méchant. Mais dans un film, dans une fiction, j'aimerais bien être un jour un méchant. Voilà. Donc j'aimerais bien être un super héros méchant. Un peu à la Deadpool finalement. Hein? Un peu comme Deadpool finalement. Si tu veux, voilà. Mais bon, je ne sais pas lequel, tu sais, en plus, je trouve qu'il est dans la palette des méchants. En plus, tu peux faire... ce qui doit être génial, c'est que tu peux solliciter plein de choses en toi qui... Bon, bref, voilà. Donc, un méchant. D'accord. Bon, merci pour tes réponses originales. Et donc, tout de suite, on va passer à la dernière partie de l'émission. Donc, notre société traverse une crise sociale, économique, démocratique majeure, et les citoyennes et les citoyens ont le sentiment finalement d'être abandonnés par l'État et par les différents responsables politiques qui réutilisent depuis 30 ans, pour être gentil, les mêmes recettes néolibérales qui ne fonctionnent pas. Je pense comme ça au CICE, à la réforme des retraites ou à la baisse du taux d'impôt sur les sociétés. Et pourtant, aucune de ces réponses n'est une vérité. Enfin, toutes ces réponses sont des échecs. Au contraire, le revenu universel s'inscrit, lui, dans un projet de société beaucoup plus global. Et en quoi ce dispositif permettrait une plus grande émancipation des travailleurs et des travailleuses? Si vous avez 1 300 € par mois, plus 750 avec le revenu universel, vous ne dépendez plus des 1 300 € pour vivre. Vous pouvez faire 1 300 plus 750, ça vous fait 2050. Ça vous donne une possibilité de choisir une liberté qui est nouvelle. De surcroît, dès lors que vous couplez la création du revenu universel par des textes qui favorisent le passage au temps partiel et qui donnent des droits pour passer au temps partiel, ce seul instrument-là, de la possibilité pour vous de passer à temps partiel si vous le souhaitez, met une pression sur l'employeur pour améliorer les conditions de travail et garder ses salariés, voire même augmenter les salaires. Donc en clair, ce que change le revenu universel, c'est qu'il vous donne l'autonomie, la liberté, la possibilité de l'émancipation qu'aujourd'hui, un petit salaire lié à un métier pénible ne vous donnera jamais. Et c'est, je veux dire, c'est que c'est fondamentalement ce qui me semble être l'argument le plus important, parce que je le mets dans mon livre, j'ai regardé, je signale une étude américaine très intéressante qui essayait de réfléchir sur les raisons qui expliquent la modération salariale aux États-Unis. Et eux ont fait le lien entre
la stagnation des salaires, sinon la baisse des salaires dans un certain nombre de secteurs et la baisse du pouvoir des salariés. C'est parce que le rapport de force entre le capital et le travail s'est dégradé au profit du capital et au détriment du travail que les salaires, ça paraît logique, mais n'ont plus augmenté, voire même ont stagné. Donc la question centrale, c'est comment ceux qui vivent du travail et qui vendent leur force de travail ont les moyens de négocier de meilleures conditions de travail ou un meilleur salaire. Il faut leur donner du pouvoir. Eh bien, le fait de ne plus dépendre d'un petit salaire pour vivre, parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup, vous êtes obligé de vendre votre force de travail pour pouvoir vous loger, pour pouvoir nourrir vos mômes. Eh bien, le fait de ne plus être seulement dépendant de cela vous donne un pouvoir que vous n'avez jamais eu, une capacité à négocier. Et c'est pour ça que moi, je me tourne aussi vers les écologistes et la gauche, qui sont ma famille politique naturelle, pour leur dire, réfléchissons à ça. Peut-être faut-il revoir ou amender ce que je dis, mais ne croyez-vous pas que nous sommes en échec dans toutes nos stratégies de redistribution moi, je crois beaucoup au rôle des syndicats, mais les syndicats, aujourd'hui, dans la négociation collective, ils sont faibles et ils sont affaiblis parce que le rapport de force n'est plus en leur faveur, indépendamment de leur division. Même s'ils étaient unis, il n'est plus en leur faveur. Donc, là, le revenu universel, finalement, c'est les Américains utiliseraient le terme d'empowerment. C'est une forme d'empowerment des individus. J'ai plus de pouvoir, mais la somme de ces pouvoirs-là donne une capacité de négociation collective inouïe pour les représentants des salariés. Ouais, merci beaucoup pour cette réponse. Dans ton livre, tu questionnes notamment l'utilisation des indicateurs de développement comme le PIB. En quoi le revenu universel peut s'inscrire dans cette réflexion-là? Alors, d'abord, la première chose qui est un argument pour moi clé, que je n'avais jamais avancé aussi fortement pendant l'élection présidentielle, et qui est au début d'ailleurs du livre, en quelque sorte, quand j'évoque Thomas Paine, et qui est en lien avec ta question sur le PIB. Cette question, c'est la suivante. C'est quand on arrive sur Terre, est-ce qu'on arrive vierge d'une histoire du progrès, d'une histoire des technologies, d'une histoire du génie, des sciences, de ceux qui nous ont précédés? Bien sûr que non. On va naître dans un environnement qui a été amélioré, travaillé, bonifié par tous ceux qui nous ont précédés. Or, ce génie-là, il correspond aujourd'hui dans le PIB d'une nation à une fraction de celui-ci. Il y a un économiste français qui estime que la part du PIB français, c'est-à-dire de chaque année, de la richesse créée qui est liée à la rente du génie de ceux qui nous ont précédés, c'est 14% de cette richesse-là. Il y a 85% et un peu plus qui est lié à notre activité quand on produit des services, des biens, des marchandises, mais il y a 14% qui est lié à la rente, qui est une forme de rente liée à tout ce que nous lèguent ceux qui nous ont précédés. Et la question qui se pose, et que posait Thomas Paine, un des pères du revenu universel, était de dire, au nom de quoi cet héritage collectif, ce bien commun de l'humanité, serait-il la propriété de quelques-uns? Et on résout cette inégalité en disant, celui qui arrive sur Terre n'est riche d'une fraction de cet héritage que l'on répartit égalitairement entre les hommes. En France, si on répartissait ça, c'est 14% du PIB, ce serait déjà un revenu mensuel pour chaque individu entre 5 et 600 euros. Ça, c'est le fondement philosophique du revenu universel. On prédistribue la richesse au titre du fait que rien ne justifie que tout ce qui a été fait avant nous par nos ancêtres soit la propriété de quelques-uns. Il doit être réparti à égalité entre tous ceux qui arrivent sur Terre. Première chose que je veux dire. Donc, par rapport à la question du PIB. Ensuite, sur les indicateurs de richesse, ta question, Tristan. Bon, moi, sans surprise, moi, je pense que le PIB, c'est une convention née après-guerre. Elle est utile, mais c'est évidemment pas la seule convention à partir de laquelle on doit construire des politiques publiques. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une religion de la croissance, au point que on sait que si on se fixe des objectifs de croissance, ça peut être au détriment de notre empreinte carbone et écologique, ça peut être au détriment de la justice sociale, et qu'on peut avoir de la croissance, peut-être même moins de chômage, mais plus de dette écologique et plus d'inégalités. Alors, il y a un sujet, ça n'est donc pas un bon indicateur, puisque ça ne vise pas l'amélioration
du bien-être des habitants d'un pays. Donc il faut construire d'autres indicateurs qui complètent le PIB, des indicateurs de santé sociale, ce qu'avait fait l'économiste Florence Giannicatrice qui travaille à Lille, qui avait imaginé un indicateur de santé sociale qui prenne en compte le niveau d'inégalité, le niveau de santé, le niveau d'éducation des individus, le niveau d'insécurité. Tout ça peut fabriquer un autre indicateur de santé sociale d'un territoire ou d'une population. Il faut évidemment intégrer l'argument ou les indicateurs écolos. Est-ce qu'on va continuer à faire des politiques publiques sans se préoccuper sérieusement de l'impact de telles décisions sur la biodiversité, sur les émissions de gaz à effet de serre? C'est plus possible. Et d'ailleurs, bravo au Conseil d'État aujourd'hui, qui maintenant met en demeure le gouvernement d'ici 3 mois de prouver qu'il va honorer ses engagements sur les émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que quand on sait qu'aujourd'hui, notamment le plan de relance est un plan de relance qui aura un effet négatif sur l'empreinte écolo, on voit bien que cette préoccupation-là reste totalement secondaire. En fait, l'écologie, pour le gouvernement, c'est même pas la 2e langue, c'est même pas la 3e langue. Ça reste encore une langue morte. C'est que on en parle parce que voilà, ça fait bien d'en parler, comme on parlerait latin. Mais aujourd'hui, c'est absolument pas une première langue pour ce gouvernement. Or, l'écologie doit être une première langue pour n'importe quel gouvernement. Donc, après, une dernière question, vous allez pouvoir à nouveau poser les vôtres directement à Benoît dans le chat et dans les commentaires Facebook. Vous pouvez dès maintenant les poser si vous le souhaitez. Mais du coup, Benoît, tu parlais du revenu universel dans ton livre aussi, comme d'une bombe démocratique. Est-ce que tu veux bien développer cette partie-là? C'est un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure. À partir du moment où ça donne le choix, c'est une bombe démocratique parce que ça réarme les citoyens. Aujourd'hui, le désenchantement démocratique, il est lié à quoi? Au fait que les gens ont le sentiment que non seulement ils maîtrisent assez peu leur vie, mais qu'en plus, quand ils formulent un choix à travers des représentants qui vont faire des lois à l'Assemblée nationale, se retrouver au gouvernement ou être président de la République, ces dirigeants prennent des décisions à partir de critères qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils perçoivent pour eux comme nécessaire. Donc, il y a un fossé considérable qui s'est creusé, qui nourrit à la fois la défiance du peuple à l'égard de ses élites, mais aussi la défiance des élites vis-à-vis du peuple. On parle souvent de la défiance des gens vis-à-vis de leurs élus, mais regardez la manière dont les élus ou un certain nombre de dirigeants ou technocrates ou d'experts sur les chaînes info méprisent absolument tout ce qui vient d'en bas, comme stupide, absurde, pas éclairé, etc. Donc, le meilleur exemple étant le traité constitutionnel européen refusé par référendum en France, mais adopté par l'Assemblée nationale un peu plus tard, quasiment dans les mêmes termes, ce qui était la démonstration là, en tout cas un signal envoyé au peuple, qui était un signal absolument terrible. Donc, le désenchantement démocratique en France, il ne se nourrit pas que d'une défiance qui irait du bas vers le haut, mais aussi d'une défiance du haut vers le bas. Et au passage, je fais une petite parenthèse, mais puisqu'on a des élites qui sont désormais championne de la défense de l'école publique. C'est nouveau, c'est formidable. Mais je l'entends à droite, école publique, et beaucoup en ont parlé, notamment après la tragédie et l'assassinat épouvantable de Samuel Paty par des terroristes islamistes. Mais moi, j'observe que parmi les élites, le séparatisme scolaire qui s'organise avec des élites qui mettent leurs enfants dans le secteur privé et uniquement dans le secteur privé, ce séparatisme scolaire, il est bien réel. Et les mêmes qui vous disent l'école publique, il faut la défendre, mettent leurs propres gamins à l'école privée. Là, moi, l'école privée, elle existe. Il ne me revient pas de dire c'est bien, c'est mal, mais j'observe que cet entre-soi que ces élites cultivent, elles continuent à le faire pour leurs propres enfants et en même temps, elles font la leçon sur l'école publique. Moi, je pense que la plupart de ces dirigeants qui mettent leurs propres mômes dans l'école privée et qui viennent nous parler d'école publique sont disqualifiés. Voilà. En tout cas, sont disqualifiés pour donner des leçons. Ils ont le droit d'avoir un avis, mais ils sont disqualifiés pour donner des leçons. Je ferme la parenthèse. Mais la bombe démocratique, elle est sur quoi d'autre? Je vais faire le lien avec la transition écologique, si vous le voulez bien. Je parlais de l'économie low cost. Mais si j'ai un petit salaire, mais je veux aussi que mes mômes aient le droit à de la pâte à tartiner, vous voyez ce que je veux dire, à des jouets, à des vêtements. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, malgré mon petit salaire, choisir des fringues qui ne sont pas chères, choisir des aliments qui ne sont pas chers, essayer de leur donner un petit bout de cette illusion de l'abondance. Et pour le coup, je choisis donc des produits qui sont des produits
de mauvaise qualité sur le plan nutritif, dont les impacts écologiques sont négatifs, qui se recyclent mal, dont l'espérance de vie est faible, donc je vais devoir changer. Bref, vous connaissez tout ça par cœur. Bref, là, je n'ai pas de choix. Une fois encore, je n'ai pas le choix. Avec 750 € en plus, je peux consommer bio. Je peux acheter plus durable. Je peux acheter des produits qui sont des produits pour lesquels je sais qu'il y aura une qualité qui est une qualité plus grande et dont les impacts écolos et sociaux sont bons. Donc, je sais que pour le produire, celui qui l'a produit aura été payé correctement. Que pour le produire, ce bien, on n'aura pas méprisé les questions de recyclage, méprisé les questions de pollution, méprisé les questions climatiques. Donc, c'est aussi ça que ça change. Donner du pouvoir aux citoyens par ce supplément de pouvoir d'achat, ce revenu, ça nous aidera aussi à changer notre rapport à la consommation et à modifier aujourd'hui ce qui est cette cage de fer consumériste dont je parle dans mon livre, et qui est largement responsable ou qui est co-responsable, pardon, de la dette écologique que nous sommes en train de laisser aux générations futures. Tout à fait. Ben, merci beaucoup Benoît pour la présentation de ton livre. Et donc avant de conclure, on va passer aux questions du chat. On va prendre une première question de Woyoshi. De qui? Woyoshi, c'est compliqué comme pseudo à prononcer. Et qui nous dit le revenu universel est une allocation individuelle. La fiscalité doit-elle aussi s'individualiser? Par exemple, faut-il supprimer le quotient familial pour l'impôt sur le revenu? Et plus généralement, ça recoupe d'autres questions. Quelle fiscalité pour le 21e siècle? Merci Yoshi, vous avez 5 heures, je vous remercie pour ce devoir. Bon, alors moi je suis pour revenu universel, impôt universel. Au premier euro gagné au-delà du revenu universel, il faut payer l'impôt. Moi, voilà, donc pour l'individualisation de l'impôt aussi, qui va évidemment, qui accompagnerait cette réforme-là, il me semble aujourd'hui que, plus généralement, il faut repenser la manière dont on organise la fiscalité dans le pays, à travers des impôts progressifs ou la création d'un impôt progressif sur le patrimoine, ce qui n'existe pas aujourd'hui, et avec une assiette qui serait ce qu'on appelle les actifs nets et pas les actifs bruts. Je prends l'exemple de la taxe foncière, mais par exemple aujourd'hui, en France, vous allez payer le même niveau de taxe foncière si vous héritez d'un appartement de 200 000 €, bon, pour lesquels vous n'avez fait aucun emprunt, et vous paierez la même taxe foncière si vous achetez un appartement en faisant 150 000 € de prêt. Ça veut dire que vous allez faire un apport de 50 000, mais vous avez 150 000 € de passif, vous allez payer pourtant la même taxe foncière. Donc je pense qu'il faut partir des actifs nets et construire une fiscalité progressive sur le patrimoine. Je suis favorable aussi à une fiscalité qui soit plus progressive sur les revenus avec davantage de tranches qu'il y en a aujourd'hui. Et pour ce qui concerne les prélèvements des entreprises, je suis pour qu'on transforme ces prélèvements en fonction de ce qu'est la transformation de l'économie et les mutations du travail. D'où je reviens avec l'idée de la taxe sur les robots, la taxe sur les transactions financières, et un prélèvement qui me semble indispensable, c'est un prélèvement sur la fraction des activités ou des richesses créées par des entreprises qui est liée à l'exploitation des ressources naturelles et des communs de l'humanité. L'air, l'eau, les ressources fossiles. Je pense qu'on ne peut plus opérer des prélèvements sur ces entreprises-là qui soient de la même nature que des prélèvements qu'on ferait sur une entreprise de boulangerie. Voilà, quand on plante des tuyaux dans le sol pour aller extraire du pétrole et ces ressources fossiles étant un bien commun de l'humanité et que l'exploitation de ces ressources a les conséquences qu'on connaît sur les émissions de gaz à effet de serre, la fiscalité qui pèse sur ceux qui dégagent des profits avec cette activité ne peut pas être la même que pour ceux qui font du pain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, voilà, je propose des pistes en termes de réforme de la fiscalité, mais que ce soit clair, à système fiscal constant, il n'y a pas de solution pour financer le revenu universel. Si on ne change pas la fiscalité. Ça, c'est vrai. Si on gardait les impôts tels qu'ils sont aujourd'hui, en disant bon, on va augmenter l'impôt sur le revenu ou augmenter l'impôt, bref, il faut repenser la fiscalité pour pouvoir financer le revenu universel. Il y a une autre question de Nathalie qui dit que répondre à ceux et à celles qui argumentent que le revenu universel ferait monter les prix, parce que finalement c'est un argument qu'on entend assez régulièrement. C'est vrai, c'est vrai, mais ça aidera à faire en le juste prix. Aujourd'hui, on achète des produits, des t-shirts ou 1 kilo de moussaka low cost qui ne correspond pas au juste prix.
Pourquoi? Parce que pour qu'il soit si peu cher dans les rayons, il faut que les gens qui l'ont fabriqué soient payés au lance-pierre, voire même exploités, opprimés, qu'on ne respecte aucune règle environnementale, donc on ne paye plus le juste prix. Donc il y aura de l'inflation. Ça tombe bien, ça aide à se désendetter, les pays aussi. Mais il y aura en partie de l'inflation pour aider à former le juste prix. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'on aura des produits plus durables, plus recyclables, donc plus conformes aux standards écologiques minimum, et en s'assurant que ceux qui les produisent pourront non seulement vivre correctement, décemment, mais en ayant un droit à l'éducation, droit à la santé, droit au logement, comme nous. Donc oui, il y aura un effet inflationniste indiscutable, alors qui ne sera pas non plus considérable, mais ça nous aidera à ce que se forme désormais le juste prix, là où aujourd'hui l'économie low cost nous fait acheter des biens pas au juste prix, dès lors qu'on considère que le juste prix, c'est que quelqu'un puisse, celui qui fabrique le produit, soit payé à la hauteur de ce qui est nécessaire pour vivre correctement. Effectivement. Il y a plusieurs questions là, qui reviennent dans le chat sur 2022. Qu'est-ce qui se passe en 2022? C'est ça, exactement. Donc, quelle sera la place finalement, quelle sera ta place à toi pour cette élection-là? Quelle est ton analyse des premières candidatures? Qu'est-ce que tu penses plus généralement de rejoindre Jean-Luc Mélenchon ou les Verts? Quelle est ta situation, voilà, de l'analyse que tu fais de la situation actuelle et de notre place aussi en tant que génération? Bon, moi, tu sais, je suis un peu à côté, hein, donc je vais vous donner mon avis. En tout cas, je suis un peu à côté par rapport à Génération Un mot. Je pense qu'il faut continuer à faire la maison commune, le pôle écologiste avec ELV. Moi, je pense que ça, il faut continuer à le construire, cette formation qui pourrait être de l'écologie sociale. Et moi, j'y crois beaucoup. Je suis très copain avec Julien Bayou. Je trouve que ce qu'il fait à ELV est bien, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, il faut continuer à fabriquer ça. Et moi, je vous encourage à continuer à le faire et j'espère que après il faut être plusieurs pour le faire. J'espère que ELV comprendra que l'écologie ça peut pas rester une rente politique. Il faut maintenant que c'est une urgence qui suppose que la force politique qui porte ce projet soit plus puissante qu'un parti de quelques milliers d'adhérents, mais je crois que les dirigeants de l'écologie politique, en tout cas de ELV, ont compris cela. Donc voilà, bon, ça c'est pour la maison commune. En tout cas, moi c'était ça mon idée avant, je continue à penser ça. Sur la présidentielle, moi, je regarderai les candidats qui veulent être président de la République, les candidates et les candidats. Pas les candidats qui veulent être candidats pour leur idée de la gauche, leur idée de l'écologie. Je m'explique. Qu'est-ce que ça change? Celui ou celle qui veut être président de la République sait que le seul moyen pour la gauche et l'écologie d'être président de la République, c'est de rassembler la famille dès le premier tour. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a que celle-là qui permettent de rendre plausible l'hypothèse d'une femme ou d'un homme de gauche au second tour. Au nom de cela, je regarde qui est candidat. Jean-Luc Mélenchon l'est candidat jusqu'à présent. Yannick Jadot, Éric Piolle, Sandrine Rousseau également au primaire écolo sont candidats. Après, à ma connaissance, il n'y en a pas. Il y a des personnalités dont on voit bien qui pourraient jouer ce rôle-là. Il y a une personnalité que j'aime beaucoup, tout le monde le sait, c'est Christiane Taubira, qui, moi, me semble pouvoir être une incarnation de toute cette gauche-là. Bon, ces gens-là devront poser des actes de nature à dépasser l'espace qu'ils occupent pour rassembler toute la famille. Et c'est pour ça que quand on m'a posé la question sur Jean-Luc, je l'ai dit, au nom de quoi moi j'irais ostraciser quelqu'un? Alors j'ai des accords avec lui, c'est pas nouveau, et on a même des contentieux sur des choses. Mais je vais pas dire, attendez, je suis pour le rassemblement, mais j'explique qu'il y a une liste noire, et on va se rendre compte que sur la liste noire, il y a tout le monde sauf moi. C'est pas sérieux. Donc moi, j'ai pas de liste noire. Voilà. Et je n'aurai pas de liste noire. Et que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà. Je me refuse à commencer par une excommunication de qui que ce soit dans la famille de l'écologie politique et de la gauche. Alors, j'ai des préférences, et j'en aurai, je les exprimerai, mais il me semble que le préalable, c'est de faire la distinction entre ceux qui veulent être président de la République ou présidente de la République et ceux dont on a l'impression qu'ils veulent concourir, en quelque sorte, en se disant ce sera peut-être le coup d'après en 2027 ou je ne sais pas quoi. Il n'y a plus de coup d'après. Quand on a l'extrême droite à un tel niveau, quand culturellement
elle devient hégémonique dans le débat public. Vous vous rendez compte, la présidente de la région Île-de-France a dit qu'il fallait débusquer les islamo-gauchistes à la région. Mais débusquer, non, mais c'est les mots, le verbe est de l'extrême droite, le mot est l'extrême droite, islamo-gauchiste. On parlait de débusquer les judéo-bolcheviques en 1936. Les staliniens parlaient de débusquer les hitléro-trotskistes, le même procédé totalitaire. On en est là. Donc, dans un tel niveau de danger pour la démocratie, pour la République, pour des gens qui seraient victimes de ces politiques discriminatoires et racistes, si elles devaient être mises en œuvre par l'extrême droite demain. Et au passage, souvenez-vous, en 2017, je disais, l'extrême droite, quand elle prend le pouvoir par les urnes, elle le lâche beaucoup plus difficilement par les urnes. Bon, Trump, je ne sais pas où vous le classez, mais vous voyez qu'il a un petit problème à accepter le résultat des élections. Et qu'on nous explique sur les réseaux sociaux qu'on a triché. Mais quand même, on est chez les fous. Qui organise les élections? L'administration Trump. Et c'est ceux qui sont dans l'opposition qui ont triché. Non, on va faire croire cette fiction-là à qui? C'est-à-dire que ceux qui étaient les organisateurs de l'élection disent que l'opposition a triché. C'est à pleurer de rire. C'est à pleurer de rire. Surtout quand on se souvient que Trump avait changé le patron de la Poste juste avant pour se débrouiller pour que celui-ci, sur le vote par correspondance, organise les choses le plus en faveur de Trump. Donc, bon, vous voyez, ils ont du mal à céder le pouvoir ensuite, quand démocratiquement ils l'ont perdu. Donc, on ne peut pas prendre ce risque-là de l'extrême droite et puis de tous ces avatars désormais qui lui ressemblent beaucoup, qui font du Le Pen sans s'appeler Le Pen. J'adore, moi, quand je regarde ces gens qui disent, pour qui Le Pen, c'est une étiquette un peu sale, ouh là là, c'est pas bien, mais ont les mêmes idées, hein. Ont les mêmes idées, hein. Sur la question, avec un dévoiement total de la laïcité, on traite maintenant les communistes de collabos, je veux dire le parti des fusillés collabos, c'est-à-dire que les héritiers de la collaboration avec les nazis, on arrive à traiter de collabos et personne ne réagit. Le parti des fusillés, qui a parlé du parti des fusillés? C'est De Gaulle qui avait appelé le PC le parti des fusillés. Donc on est chez les fous en ce moment, en tout cas c'est dans une situation compliquée. Donc, je reviens, celui qui veut être président de la République ou celle qui veut être président de la République posera les actes de rassemblement de toute la famille. Celle ou celui qui ne le ferait pas, à mes yeux, ne serait pas candidat sérieux pour être président de la République. Donc, donc je l'ai dit, c'est valable pour tout le monde et je ne fais pas de liste noire. Est-ce que j'ai été clair? Je ne sais pas. C'est pas clair. On va encore prendre deux petites questions, puis après on va conclure. Il y a des questions autour de la démocratie. La relation, c'est Niel qui dit la relation État-citoyen est mise à mal avec le gouvernement actuel et la crise sanitaire. Finalement, comment on rétablit la confiance démocratique? Oh là 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 là. Vous avez 7 heures maintenant. Comment on rétablit la confiance démocratique? Non, mais vous êtes des barbares. Hein. Bon, de plein de manières, j'ai envie de te dire. Écoute, tu sais, le problème des démocraties, c'est que quand on a, si on pourrait dire un mot savant, elles ont un effet déceptif. C'est-à-dire que forcément, la démocratie, ça déçoit plus facilement que la tyrannie, parce que la tyrannie, tu n'en attends rien, et qu'elle peut agréablement te surprendre. Tu vois, c'est comme ça qu'on dit « Ah oui, mais c'était un tyran, il était raciste, il concentrait le pouvoir, mais il a fait des politiques sociales. » Oui, bon, d'accord, mais bon, c'était quand même un tyran raciste, quoi. Tu vois, donc, il y a toujours ce truc-là, et pour une démocratie, tu en attends beaucoup, et ça nourrit évidemment des frustrations, parce que justement, tu as l'impression de ne pas assez participer, que tu n'es pas écouté, que tu n'es pas respecté. On en est là dans nos démocraties aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un vrai désenchantement, sinon une colère qui monte. Donc, nous sommes une république avec une triple promesse de liberté, d'égalité et de fraternité. Et je pense que là où aujourd'hui nous sommes défaillants, c'est sur les trois, la liberté, l'égalité et la fraternité. Il y a beaucoup de citoyens à qui on chante la démocratie, à qui on chante la République, mais qui veulent maintenant et demandent à faire l'expérience de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, à ne pas subir l'inégalité en permanence dans l'entreprise, dans l'accès aux services publics, dans l'accès au transport, à ne pas subir les discriminations en lieu et place de la fraternité, à ne pas être contraint sur le plan des libertés, à devoir choisir tel emploi plutôt qu'un autre, telle orientation plutôt qu'un autre, bref, moins de contraintes, plus de liberté, moins d'inégalité, plus d'égalité, moins de discrimination, plus de fraternité. C'est ce souci-là, cette exigence qu'on doit avoir quand on dirige ce pays. Or, c'est parce qu'on a été très
négligent à l'égard de l'effectivité des droits, c'est-à-dire de la mise en pratique des valeurs de la République, qu'aujourd'hui la République vacille. Voilà. Il ne faut pas chercher loin les fragilités qui sont celles ou la vulnérabilité de la République aujourd'hui. C'est par défaut d'expérience des valeurs de la République qu'aujourd'hui elle a été affaiblie, notamment par une partie de ses élites et de ses dirigeants. Pas tous, mais une partie. Merci déjà pour à toutes et à tous pour vos questions et vos réactions tout C'est au long fini de ce live. On va conclure. Est-ce que toi, tu aurais un dernier mot, Benoît, que tu veux adresser aux jeunes? Un dernier mot, j'espère que ce ne sera pas mon dernier mot, ne me porte pas malheur, Tristan, j'espère qu'on se reverra. Écoutez, moi je pense qu'il faut que, avant la crise sanitaire, c'est largement votre génération qui a porté 3 combats qui vont être des combats qui vont très largement structurer ce que seront les combats des écologistes et de la gauche pour les années à venir. Le climat, le racisme, ou la lutte contre le racisme et le féminisme, qui sont les 3 combats qui ont émergé, qui ont d'ailleurs, vous avez vu, beaucoup déstabilisé les tenants historiques, très notabilisés de la gauche d'avant, et des écologistes d'avant aussi en partie, même si c'est plus vrai pour la gauche d'avant. Bon, je pense qu'il faut tenir ce fil-là, mais maintenant il faut le structurer, me semble-t-il, autour de propositions dont j'espère que le revenu universel peut être une poutre centrale de ce projet-là, puisque derrière, à la clé, il y a une pratique de la liberté, une autonomie et un pouvoir nouveau, y compris sans doute du bien-être supplémentaire pour vous et puis pour ceux qui vous suivront. Donc j'espère en tout cas que ça puisse être un combat pour votre génération. En tout cas, sans flagornerie, quand je vous regarde, voilà, je me sens assez fier de voir que l'étendard n'est pas à terre. Voilà. En tout cas, celui pour lequel je me battais quand j'avais votre âge. Bien, merci pour cette réaction. À chaque émission, à chaque conf du confinement, on demande à nos invités s'ils ont un conseil comme série, film ou livre à regarder. Toi, est-ce que tu as un conseil culture pour... Écoute, je viens de lire un livre qu'on m'a conseillé moi-même qui s'appelle de Maud Simoneau, qui est un roman qui s'appelle L'Enfant Céleste, que j'ai beaucoup aimé. Et je viens de commencer Autoportrait en chevreuil. Mais je ne me demande pas l'auteur, je viens de l'ouvrir là aujourd'hui, qui m'a l'air très bien aussi. Voilà, ça c'est 2 romans que j'ai... l'un que je lis en ce moment et l'autre que j'ai fini. Et puis, il y a un bouquin qui m'a beaucoup marqué, là, que je viens de finir, qui n'est pas un roman, qui s'appelle Le sec et l'humide de Jonathan Little, qu'il a écrit après La Bienveillante, et qui est une étude du discours fasciste, un fasciste belge et qui a rejoint les nazis, servi dans la SS, qui s'appelle Léon de Grelle, et qui, à partir du discours du fascisme, réfléchit à la conception du mal soldat, pas qu'européen, mais notamment européen, et à la manière dont ils se construisent par rapport aux autres, et qui renvoie beaucoup d'observations qu'on peut faire aujourd'hui sur l'exaltation du mal hétéro-blanc dans le discours d'un certain nombre de champions de CNews là, et de leur patron, M. Bolloré, à qui je n'envoie pas mes amitiés. Et voilà, donc Le sec et l'humide, ouais. Bon, c'est pas un bouquin tout neuf, hein, mais que je viens de finir et qui m'a fait beaucoup réfléchir à nouveau. Donc voilà, ça c'est les conseils réflexion et culture. Et sur un film, écoute, là je viens de voir une série, parce qu'en fait je suis un peu d'insomnie, donc des fois je me fais des séries. Et là j'ai vu une série, je crois qui s'appelle sur une unité anti-émeute espagnole, et qui va faire, où il y aura une bavure, ça s'appelle Antidisturbios, un truc comme ça. C'est en 6 épisodes, c'est pas mal. Et je dois avouer que je me suis bien marré sur la série avec Jonathan Cohen, là. Comment elle s'appelle ?
sur un truc de télé-réalité avec, où il est enfermé avec... La flamme, du coup. Oui, la flamme, ouais. Bon, faut que je vous avoue, j'ai quand même, il y a des moments, je me suis dit, j'ai ri, mais tout seul là, mais j'ai trouvé ça des fois très, 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 très drôle. Le dernier épisode m'a moins convaincu, mais j'ai beaucoup, beaucoup ri. Et j'ai bien aimé l'autre aussi série qu'il a fait là sur le family business aussi, sur le commerce avec Darmon, etc., sur le commerce de cannabis dans une famille française qui passe du commerce de la boucherie cachère au cannabis. Voilà. Voilà mes conseils. Je pense que ça vaut grand-chose, mais sur les conseils littérature, ils sont un peu plus sérieux plus solides, me semble-t-il. Bah, déjà, un énorme merci à toi, Benoît, pour ta participation sur notre 4e conf du confinement. Merci pour cet échange très riche. Merci à vous. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis et qui ont contribué de près ou de loin à la participation de ce live. On a une pensée particulière pour Johan, Nial, Alice, Antonin, Paul et bien sûr Laurent à la technique. Donc, on vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve sur les réseaux sociaux très prochainement et dans les jours qui viennent numériquement dans nos comités locaux. N'hésitez pas à nous contacter pour ceux qui découvriraient les jeunes générations ce soir directement sur la page nationale des jeunes générations ou sur la page de votre comité local. Merci. Merci à vous, salut. Oui, et vous pouvez retrouver quand même le livre de Benoît, Ce qu'il faut de courage, aux éditions Équateur, et ce sera disponible en click and collect. Ouais, sur Place des Libraires, c'est là où il y a les librairies indépendantes. Le reste, voilà. Salut, hein.